Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire « Gestion de l'intégrité mécanique et maîtrise des risques » organisé par Technique de l'ingénieur en partenariat avec le CETIM, le Centre technique des industries mécaniques. Il est animé aujourd'hui par, entre autres, Lionel Melton, responsable commercial transition écologique et énergétique au CETIM, accompagné d'une partie de son équipe qui se présenteront tous à tour de rôle. Le webinaire devrait normalement durer 1h30 avec 1 heure de présentation suivie de 30 minutes de questions-réponses. Comme les intervenants sont nombreux, on débordera peut-être un petit peu, mais on espère avoir assez de temps pour répondre aux questions de tout le monde. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat pendant l'intervention. C'est à vous. Merci Léna, bonjour à tous. J'espère que vous êtes confortablement installés et que vous m'entendez bien. Merci beaucoup pour votre présence et pour le temps que vous nous accordez pour ce webinaire sur la gestion de l'intégrité des équipements. Je suis Cyril Trunet, responsable du développement international au CETIM. Alors pourquoi je parle aujourd'hui? C'est parce que l'AIM au CETIM, c'est une expertise globale, internationale, qui est appliquée et largement déployée sur tous nos sites, donc en Europe, mais aussi en Afrique et en Asie. Alors je vais commencer par une rapide introduction à propos du CETIM. Donc, je passerai ensuite la main à nos experts qui se chargeront de la partie technique. Donc, le CETIM. Le CETIM est le Centre technique des industries mécaniques, créé il y a cela à peu près 55 ans, en 1965, à la demande des entreprises des industries mécaniques. Le CETIM, c'est le premier centre de recherche en génie mécanique en France. Nous avons, entre autres, dans le cadre de nos missions, la participation active à la normalisation. Nous établissons le lien entre la recherche et l'industrie et nous favorisons le progrès des techniques. Nous aidons les entreprises à améliorer leur performance, leur qualité et leur compétitivité. Nous apportons du coup des solutions techniques plutôt à haute valeur ajoutée, fiables, précises et innovantes, permettant de réaliser les activités dans le respect des délais et des budgets. En complément, le CETIM dirige le projet français Industrie du futur, qui est l'équivalent en quelque sorte de ce qu'on connaît sous le nom d'Industrie 4.0, dont les principaux enjeux portent sur la fédération, l'accélération et la transformation de l'outil industriel. On aide les entreprises de toute taille à définir leur feuille de route en fonction de leur stratégie et on les accompagne dans le déploiement des différentes technologies du futur. Slide suivante, Lionel. Merci. Donc, le CETIM dispose de 12 sites en France. Le siège est basé à Senlis, c'est à 40 km au nord de Paris. Et nous sommes également implantés en Afrique, avec des sites au Maroc et en Tunisie, ainsi qu'en Asie, avec notre plateforme de déploiement qui s'appelle Madcore, qui est basée à Singapour, et qui dispose également d'une filiale en Malaisie. Par ailleurs, nous avons un partenariat technologique très fort au Japon, avec la société KMTL, qui est en quelque sorte un équivalent du CETIM, avec qui nous proposons des offres spécifiques au marché japonais et coréen. Nous avons donc au total environ 1100 employés, 23 installations pluridisciplinaires au service des industries mécaniques du monde entier. Donc, ce qui fait notre différence, ce sont un petit peu nos domaines d'expertise. On a des capacités de R&D assez uniques et une expertise pluridisciplinaire que vous pouvez mixer. Donc, ce sont des savoir-faire que vous pouvez mixer en mode projet pour pouvoir prendre en main les projets les plus complexes. Donc, je les passe très rapidement. Fabrication additive, expertise en métrologie, technologie d'assemblage, fatigue, ingénierie des polymères et composites, tous les matériaux métalliques, également céramique et verre, simulation, le monitoring, la performance industrielle, les procédés de fabrication, les technologies de fluide et d'écoulement, d'étanchéité, ainsi que la transmission de puissance. Ceux qui sont mis en évidence en rouge sont ceux qui sont pertinents chez nous et utiles pour l'AIM. On verra plus tard comment cette combinaison d'expertise pourra apporter une forte valeur ajoutée à la gestion de l'intégrité des équipements. Nous avons donc des équipes essentiellement composées d'ingénieurs et de scientifiques, hautement qualifiés et expérimentés, qui apportent son soutien à toutes les industries. En voici ici quelques-unes qui illustrent tous les secteurs sur lesquels nous travaillons: automobile, défense, ferroviaire, off-road, aéro, fabrication, pétrole et gaz et énergie. Forcément, pour l'Asset Integrity Management, on est très impliqué sur ces marchés-là, mais également nous accompagnons les entreprises de la santé, de la marine, du luxe et de la construction. Alors, j'en ai fini pour ma part. Il s'agissait de la dernière diapositive d'introduction. Nous allons maintenant passer à la partie technique du webinaire. 4 phases principales: une introduction à l'Asset Integrity Management, l'AIM en pratique, un focus sur les points importants
la conception, puis l'exploitation et la maintenance. Et enfin, la partie conclusion et la session de questions-réponses. Merci à tous. Lionel, je te laisse présenter la partie technique. Merci pour votre attention. Merci Cyril. Bonjour à tous. Donc effectivement, pour introduire ce webinaire, je vais brosser un rapide tour d'horizon de ce contexte autour de l'Asset Integrity Management. Donc comme l'a dit Léna en préambule, donc effectivement je travaille dans un département qui s'occupe de toute la partie transition environnementale et énergétique et également tout ce qui touche à la maintenance et à la problématique de maintien des équipements en état. Voilà, donc c'est à ce titre-là que je vais vous faire un part de certains d'éléments que j'aimerais partager avec vous. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que on est sur un sujet qui est en fort développement pour sûrement probablement plusieurs enjeux. On le verra tout à l'heure. Ces enjeux-là, on peut quand même citer malgré tout ce besoin de gérer des installations parfois vieillissantes qui peuvent à terme poser des problèmes en termes de rupture de production ou même poser des risques en termes de sécurité ou santé des personnes, voire des problématiques environnementales. Et donc, on voit effectivement que on a une activité, une demande industrielle qui est de plus en plus forte sur ce sujet-là. Et c'est à ce titre-là, effectivement, que le CETIM aujourd'hui regroupe un certain nombre de compétences qu'on veut faire valoir et présenter à l'extérieur pour que les industriels puissent y avoir accès en cas de besoin. Voilà, donc ça, c'est le contexte dans lequel on se trouve aujourd'hui. Alors, il y a un élément extrêmement important pour introduire le sujet, c'est déjà de savoir de quoi on parle. Donc, l'Asset Integrity Management ou Asset Integrity Management System, finalement, qu'est-ce que c'est? Effectivement, c'est la manière de pouvoir gérer l'intégrité des équipements de manière à garantir que finalement les moyens de production dont on dispose vont permettre de répondre à leurs besoins, aux besoins fonctionnels qu'on peut avoir par rapport à eux. Donc les enjeux, effectivement, c'est de garantir cette production en temps et en heure pour satisfaire les clients. Et cette problématique d'intégrité mécanique, on verra tout à l'heure qu'elle va être un sujet qu'on va retrouver à différents moments dans la vie d'un équipement, des phases d'études jusqu'à les problématiques de démantèlement ou de reconditionnement de certains sites. Il y a une dimension aussi à ne pas négliger, et ça, je pense que pour l'ensemble des participants, tout le monde est déjà un peu sensibilisé là-dessus, c'est que on sait qu'une rupture d'un équipement, ça pose des problèmes effectivement d'interruption de production, mais ça va également peut-être générer des problématiques qui vont toucher et affecter les personnes ou l'environnement, sujets qui sont des sujets de moins en moins entre guillemets négociables, puisque l'entreprise se veut effectivement vertueuse, attractive. Et on a des pouvoirs publics, notamment à travers les réglementations, qui demandent de traiter tous ces sujets-là pour que les activités industrielles soient tenables. Là, vous avez effectivement une synthèse un peu de ces enjeux. Donc, en fait, aujourd'hui, quand on parle de ces sujets-là et qu'on discute de cette thématique-là avec les industriels, en fait, on peut synthétiser les besoins et les enjeux des entreprises comme suit. Donc, il y a effectivement une problématique de coût. Je ne l'ai pas cité, mais c'est quand même quelque chose qui est omniprésent, où notamment par rapport à des équipements vieillissants, il y a ce besoin de s'assurer que les coûts d'exploitation restent maîtrisés et que s'il y a des équipements peut-être à remplacer, naturellement, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? C'est essayer de faire qu'ils durent le plus longtemps possible pour éviter de générer des investissements trop tôt, on va dire. Voilà, donc ça, c'est le côté un peu financier. Après, il y a toute la partie gestion des risques, naturellement, par rapport aux aléas qu'on peut avoir, avec effectivement des problématiques qui vont toucher à la fiabilité, à la disponibilité, la maintenance et la sécurité de ces installations. Et naturellement, derrière tout ça, il y a quand même un élément essentiel, c'est qu'on a des clients qui attendent des produits en temps et en heure, avec une qualité qui soit acceptable. Et tout cela nécessite effectivement d'être pris en compte. Ce qu'on a mis en rouge sur la gauche, c'est effectivement qu'il y a aussi de plus en plus de nouveaux enjeux à prendre en compte, des enjeux qui touchent notamment au développement durable ou à l'intégration, comme le disait Cyril, de nouvelles technologies dans cette approche un peu d'industrie 4.0. Donc tous ces nouveaux challenges viennent se combiner finalement avec la manière de gérer finalement ces actifs
Et donc, dans ces conditions, c'est là où le CETIM, à travers ses activités et les compétences nécessaires à avoir, va permettre effectivement de surmonter finalement ces difficultés et ces enjeux. Tout à l'heure, je vous disais qu'effectivement, l'AIM, c'est une problématique qui se veut assez globale, qui va prendre l'ensemble du cycle de vie d'un projet, de la phase de lancement jusqu'à la mise hors service. Et à différentes phases de ce cycle de vie, il va y avoir effectivement des besoins particuliers. Voilà, si je prends la conception, on y reviendra dessus. On a forcément des besoins de dimensionnement, de simulation, d'essai. On a besoin d'être créatif et de proposer des solutions qui vont répondre à des besoins. Donc ça, c'est plutôt les phases amont. Et puis, l'asset integrity management, on est souvent chez l'opérateur, l'exploitant. Et là, cette fois-ci, on va être plus dans une logique de gestion de ces actifs, notamment des équipements vieillissants. Et là, cette fois-ci, on va faire appel à d'autres outils qui vont permettre d'estimer des durées de vie résiduelles, de faire des contrôles non destructifs, des tests si nécessaire, etc., etc. Donc voilà, on va, à travers ce cycle de vie, faire quelques focus, parce qu'on a, bien sûr, il faut rester très humble par rapport à cette thématique qui est très large, mais on va vous montrer, à travers cette présentation, un certain nombre de sujets sur lesquels le CETIM a eu l'occasion de travailler. Voilà, à travers un certain nombre de sujets qui sont la simulation, les essais, les matériaux, le monitoring, les assemblages, etc., etc. Tout ça pour vous montrer que autour de ce sujet-là, il y a un certain nombre de compétences et d'outils existants qui vont vous permettre effectivement de surmonter un peu cette situation. Voilà un peu par rapport à ce contexte. C'est très synthétique. On pourra développer au moment des questions-réponses. En tout cas, ce que je voulais également partager à vous à cette occasion-là, c'était de vous dire un petit peu comment on voit les choses à notre niveau et sur notre mission qui consiste à aider les industriels sur qu'est-ce qui va être mis en œuvre justement pour supporter les industriels. Aujourd'hui, on peut dire qu'à travers les sollicitations qu'on a reçues, on a noté déjà un certain nombre d'attentes, de besoins qui ont été exprimés. Donc, j'en ai cité quelques-unes. J'ai parlé tout à l'heure d'estimation de la durée de vie résiduelle, d'amélioration de la disponibilité des équipements, besoin d'avoir accès à des nouvelles technologies qui vont permettre effectivement de faire un saut et améliorer la productivité. Il y a aussi, pour certains industriels qui ont besoin de référentiels, de s'approprier certaines normes. Voilà, donc aujourd'hui, on a un ensemble de sollicitations et par rapport à ces sollicitations qu'on a reçues, en fait, on a voulu présenter finalement notre action selon 3 piliers. Alors, il y en a un qui est assez naturel parce qu'en tant que centre technique, naturellement, on va penser qu'il y a un certain nombre d'expertises techniques à retrouver chez nous, mais vous allez voir qu'il n'y a pas que ça. Et à notre avis, pour pouvoir prendre en compte ces problématiques d'intégrité mécanique, il s'agit naturellement d'apporter une réponse technique quand le besoin se fait sentir, hein, pour connaître, comprendre une situation, comprendre une dérive, comprendre éventuellement une défaillance. Il y a aussi une autre dimension qui est extrêmement importante, c'est la manière dont l'entreprise doit s'approprier ces sujets, va s'organiser. Alors, il y a des entreprises qui sont déjà extrêmement bien structurées, avec des systèmes en place, avec des processus, etc. Mais ce n'est pas vrai dans tous les domaines. Et dans ces conditions-là, on va avoir des entreprises qui vont rechercher plutôt la manière de s'organiser, de définir des bonnes pratiques, définir des modes d'organisation adaptés à leur contexte. Et naturellement, interviendra aussi, à un moment donné, le choix d'outils pour mener cette action à son terme et dans les meilleures conditions. Donc ça, c'était le deuxième axe. Et le troisième axe, ce qui est extrêmement important également, c'est le côté, on va dire, le capital humain de l'entreprise. C'est très bien que sans l'humain, on va avoir du mal à mener un certain nombre de travaux et on va avoir du mal à relever tous ces challenges que j'ai déjà précités. Donc là, on va avoir, nous, à notre action, à travers notamment notre CETIM Academy, être dans une logique de gestion des compétences, de montant en compétences pour que l'entreprise devienne autonome et puisse acquérir les connaissances, les outils qui vont lui permettre de s'assurer que les choses ne dériveront pas et que tout ça est en parfaite maîtrise. Voilà. Alors, sur le côté humain, il y a d'autres dimensions. On a parlé des problèmes de santé tout à l'heure. Il y a l'ergonomie, mais voilà, plus globalement, les problématiques HSE, où l'idée, effectivement, c'est quand même de préserver son capital humain. Alors, l'AIM en pratique,
concrètement, par rapport à ce que nous vivons, en fait, on se retrouve face à deux typologies de situations. La première situation, c'est la situation où l'entreprise va plutôt prendre la problématique par le haut, on va dire, et qui va consister à se dire, on va voir comment l'entreprise peut s'organiser autour de ce sujet-là. Donc, c'est ce que là, on voit sur ce slide, on appelle l'approche globale. Et à partir de là, effectivement, on va être en mesure de structurer les choses, de définir les rôles et responsabilités des uns des autres, on va choisir les outils, etc. Et ça va nous permettre effectivement d'avoir une aire de jeu qui va se dessiner. Également, ça on le voit aussi très souvent, mais c'est aussi l'ADN un peu du CETIM, c'est qu'on est aussi sollicité, il y a aussi des besoins sur des aspects très spécifiques. Pour comprendre, comme je disais tout à l'heure, un comportement, pour se reposer des questions en termes de tenue d'un assemblage, enfin voilà, des demandes très spécifiques qui peuvent apparaître. Et donc voilà, simplement pour vous dire, voilà, on a ces deux cas de figure et on va être en mesure de les aborder. Alors, les petits cercles concentriques, là, c'est simplement pour vous dire que les dimensions qu'il y a autour de l'AIM, il y a des enjeux, il y a un certain nombre de compétences et d'outils qui existent. Et donc voilà, donc ça permet si vous voulez, de visualiser un petit peu la manière dont les choses sont interconnectées et la manière de répondre aux besoins que peuvent ressentir certains sites par rapport à ces problématiques. Alors sur l'AIMS, sur la méthodologie proprement dit, l'AIMS, on est sur une approche pas uniquement technique, je l'ai dit tout à l'heure, il y a un certain nombre de choses à prendre en considération. Il y a notamment la politique, la stratégie de l'entreprise, comment l'entreprise veut se positionner par rapport à ce sujet, la manière dont elle s'organise, on a parlé des processus, on a parlé de la gestion des compétences. Voilà, donc c'est un ensemble, c'est un processus d'amélioration continue dans lequel l'entreprise va se lancer de manière à ce qu'elle puisse avoir quelque chose qui soit pérenne et qui permette réellement d'assurer la maîtrise des risques qu'il pourrait y avoir sur le site. Voilà pour la démarche générale. Alors, ça fait guise un peu d'introduction. Donc, on voit plutôt, là, je vous ai plutôt montré le contexte, l'approche globale. Maintenant, grâce à mes collègues qui sont porteurs d'une thématique en lien avec le cycle de vie que je vous ai fait voir, cette fois-ci, maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail sur concrètement, par rapport à certains sujets, finalement, comment on peut s'y prendre, quels outils, quelle démarche et comment finalement on peut surmonter les problèmes techniques qu'on peut avoir à gérer. Donc, je vais passer maintenant la parole à Thierry Raffen, qui va vous faire un focus sur les moyens qui sont utiles, notamment par rapport aux outils de simulation, des outils qui peuvent être utilisés aussi bien en conception que pour faire aussi du contrôle ou de l'estimation de durée de vie résiduelle en exploitation ou pour la maintenance. Thierry, je te laisse la parole. Merci. Alors, Lionel. je me rends compte que le slide n'a pas bougé. Alors, est-ce que c'est normal? Normalement, voilà, excusez-moi. Voilà, j'étais sur ce slide, mais ça n'avait pas voulu avancer. Donc, Thierry, je te laisse la parole maintenant, excuse-moi. Non, je t'en prie, merci Lionel. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Thierry Raffen, je suis responsable du pôle simulation numérique au CETIM et j'interviendrai au cours de cette web découverte à 2 reprises tout de suite pour vous présenter les outils de simulation et en fin de web découverte sur une partie un peu plus méthodologie en durée de vie résiduelle. Donc tout d'abord, hein, la simulation numérique, hein, c'est évidemment un complément indispensable aux essais physiques et aux résultats physiques que l'on peut avoir et aux données que l'on peut avoir dans son entreprise. La simulation s'inscrit dans tout le cycle PLM, dans tout le cycle de vie du produit, puisque la simulation intervient comme un outil pour la conception. De nombreuses entreprises maintenant réalisent et utilisent la simulation pour concevoir et valider le dimensionnement de leurs équipements. Donc effectivement, c'est un très bon outil pour la conception. C'est un outil également, un booster pour la validation des équipements et du dimensionnement des équipements.
puisqu'il est maintenant possible, grâce à la simulation, de nombreuses entreprises l'utilisent désormais, pour éviter de faire des itérations sur des prototypes, et puis pour essayer de faire bon du premier coup. On n'y arrive pas toujours, mais c'est l'objectif, c'est l'idéal recherché. Enfin, c'est un outil, une fois que le produit est fabriqué, est en service, c'est un outil pour essayer de comprendre ce qui se passe lors de défaillances, donc pour faire de l'expertise et pour prédire ou prolonger la durée de vie des équipements. Donc les outils de simulation sont désormais communément acquis comme voilà, une valeur ajoutée pour les produits. Donc sur ce slide, on présente finalement les 3 étapes de la durée de vie du produit, que sont la conception. Alors on utilise maintenant cette phase de conception, c'est quoi? C'est la phase de préparation, de design, de CAO, hein, où on fait une première conception de son produit, on fait des itérations de conception qui sont assez rapides, et il existe aujourd'hui des outils de simulation qui permettent de faire des analyses structurelles, hein, alors soit des formulations analytiques, soit du calcul éléments finis encapsulés, avec les outils que l'on a cités ci-dessous, qui sont des exemples d'outils que l'on peut utiliser, que l'on trouve en standard sur le marché. Voilà, j'ai nommé SimSolid et SolidWorks Simulation, mais il en existe d'autres. Ça sont des outils qu'on utilise au CETIM, mais il y en a d'autres. En termes d'évaluation de l'intégrité, c'est-à-dire le dimensionnement de la pièce, savoir si elle va être capable d'encaisser des efforts, des contraintes tout au long de sa vie. Eh bien, il existe aujourd'hui un grand nombre d'outils, soit du calcul élément fini standard, Abacus, ANSYS, Alter, des outils Siemens, ou également les outils que l'on a pu développer au CETIM, que sont Castor Concept, qui sont des outils de calcul par élément fini, que vous pratiquez déjà probablement dans le cadre de vos activités. Et puis des outils un petit peu plus spécifiques qui permettent de faire du calcul, alors plus précis sur par exemple des assemblages vissés comme le fait Cobra, ou bien pour définir des outils plutôt de forge, comme le logiciel Forge, pour définir des produits, dimensionner des produits plutôt liés aux équipements sous pression, comme on le fait beaucoup au CETIM, hein, l'outil Oxecap qui permet de post-traiter, de valider le dimensionnement de son produit. Enfin, en termes d'outils, on peut donner 2 exemples, hein, pour la partie évaluation de l'intégrité. 2 exemples qui sont alors dont un est assez emblématique, hein, puisqu'il s'agit de la Tour Eiffel. Le CETIM a mis au point, a développé partie des plans du livre de Gustave Eiffel, et à modéliser la Tour Eiffel à l'aide d'un logiciel élément fini qui est Abacus. Et donc on a réalisé finalement une maquette numérique de la Tour Eiffel pour pouvoir évaluer l'impact des modifications qui sont faites sur la tour, des travaux qui sont faits sur la tour. On s'imagine pas, mais il y a encore des travaux qui sont réalisés. Le remplacement de la brasserie qui se trouve au premier étage, les différentes campagnes de mise en peinture qui nécessitent de venir mettre des échafaudages sur la Tour Eiffel. Eh bien, tout ça ajoute du poids sur la Tour Eiffel, et on doit valider le dimensionnement et l'utilisation, les répartitions de charges, les descentes de charges, pour émettre un avis sur le fait de réaliser ces travaux ou pas, et surtout dans quelles conditions. Enfin, on a également une partie
enfin les outils de simulation pour l'AIM. Alors faut voir que l'AIM, on peut être face à des problématiques multiphysiques qui mettent en jeu plusieurs physiques, hein, pas que de la mécanique, mais également du thermique, également de la corrosion, également de ce type de chargements qui font appel à plusieurs physiques et pour lesquels il existe aujourd'hui des outils de simulation qui répondent à chacune de ces physiques. Voilà, la problématique étant, la difficulté étant de chaîner ces différents outils logiciels pour reproduire et reproduire ce qui se passe réellement sur une pièce en service. Aujourd'hui, on a des outils, par exemple, pour déterminer des flux thermiques, qui sont des chargements d'entrée et qui génèrent des contraintes mécaniques sur les pièces. Voilà, ça c'est un premier type de chargement. Lorsqu'on répète ces chargements plusieurs fois, eh bien, on fatigue la pièce et c'est ce qu'on reproduit, c'est ce qu'on simule avec des logiciels de post-traitement de fatigue. Par exemple, on utilise le code Design Knife au CETIM. Donc Parfait, voilà deux merci. exemples. Super, merci Thierry pour ces précisions. Comme tu l'as cité, il y a le bon complément pour la simulation, c'est les essais. Et du coup, on va passer la parole à Christophe Jam qui va vous dire un petit peu, en termes d'essais, qu'est-ce qui peut être intéressant de faire autour de ce sujet de l'intégrité mécanique des équipements. Christophe, Bonjour je à te laisse la tous. parole. Merci à toi Lionel. Donc, je m'appelle Christophe Jam. Je suis en charge des ventes du pôle fatigue. Donc, je suis basé au CETIM de Saint-Étienne. Et je vais vous présenter un exemple sur ce qu'on peut faire en termes de testing assez révélateur, mais qu'on peut dupliquer sur d'autres types d'activités. Donc, si tu peux passer à la slide voilà, suivante. Donc, c'est un essai de téléski, en fait. Durant une phase de maintenance, un exploitant a constaté une fissure sur une des pièces. Donc, c'est ce que vous voyez en haut à gauche. On a fait un zoom, donc là vous voyez le 3D en vue isométrique et particulièrement la pièce en question. C'est une poutre avec un tube soudé, donc en bas à gauche. Et il a vu une fissure donc à l'aide de contrôles non destructifs. C'est ce qu'on voit en haut à droite, non destructif de surface. Donc on a un certain type d'essai. Là en l'occurrence c'était du multi-élément, mais on a d'autres types de technologies, ressuage, magnétoscopie, bruit Barkhausen. Et le but, c'est voir si l'exploitant peut continuer à utiliser donc son installation ou doit stopper vraiment en termes impératifs. Donc le but du CETIM, c'était déjà de capter un maximum d'informations. La localisation de la fissure, sa taille, et aussi instrumenter l'installation pour avoir les spectres de charge, c'est-à-dire quels sont les efforts en X, en Y, en Z, en fonctionnement normal, incidentel, c'est-à-dire le téléski qui s'arrête spontanément. Et à partir de toutes ces informations, on a essayé de créer un modèle numérique. Donc, si tu peux passer à la slide d'après, s'il te plaît, Lionel. Ça va? Ouais, super. Et donc là, du coup, on a des experts, comme l'a dit le collègue précédemment, où on va créer un maillage avec des zones raffinées sur les zones de contrainte, et on va amorcer la fissure, la créer, retrouver ce qu'on a vu en phase de fonctionnement, et arriver jusqu'à l'avarie. Maintenant, quand on fait de la simulation, on prend des hypothèses, et des fois, on peut avoir des écarts vis-à-vis des contraintes réelles qu'on voit dans la vie de fonctionnement réel. Donc, on a corrélé avec des essais physiques, c'est-à-dire qu'on a pris une barre neuve à partir, donc là, si tu peux passer à la slide d'après, on a pris une barre neuve que vous voyez à gauche, on a appliqué les efforts en X, Y, Z qu'on avait vus sur site, et on a amorcé la fissure, donc on a cyclé les efforts, on a regardé la fissure qu'il y avait, donc on a pu constater en effet la fissure qu'on avait simulée au préalable aussi avec les éléments finis, donc on a pu voir les écarts, et on est allé jusqu'à l'avarie.
Donc cette pièce était instrumentée, donc là c'est ce qu'on voit en bas à droite, avec des ponts de jauge, donc des rosettes. Et on a également fait des essais destructifs, c'est ce qu'on voit en bas à droite, où on peut voir donc les amorçages, on peut voir la zone de soudure, les zones affectées en termes thermiques. Et là on se rend compte que les défaillances, c'est vraiment multicritères. En l'occurrence, ça peut être des problèmes de chargement, comme dans ce cas-là, mais ça peut être des problèmes de conception, ça peut être des problèmes de procédés de vissage, de soudage. Ça peut être des problèmes de maintenance ou de non-maintenance. Et ça peut être également des problèmes de formation liés aux exploitants ou un mixte de tout ça, quoi. Donc, par rapport à ces essais, on a pu recaler le modèle numérique et donc jouer avec ce modèle et prédire des modes de défaillance. Et en plus, il y avait un certain nombre de pylônes, donc on a pu vraiment localiser les checks à faire en termes de maintenance pour voir si oui ou non on pouvait encore exploiter. Donc, si tu peux passer à l'étape d'après, s'il te plaît. Donc là, c'est la méthodologie. Donc, le but du jeu, c'est aller sur site, capter un maximum d'informations, donc les fissures, tout ce qui est chargement et géométrie des pièces qu'on peut avoir avec le 3D aussi. Et à partir de là, on a ce qu'on appelle le facteur d'intensité de contrainte, qui est une donnée, qui va nous aider à faire de la simulation numérique. À l'aide de la simulation numérique, on va implanter tout ce qui est données matériaux, tout ce qui est limite d'endurance, limite élastique, les coefs de Poisson. Et à partir de là, on va avoir un modèle prédictif où on peut avoir pas de propagation de la fissure qu'on a trouvée, des propagations limitées si le spectre de chargement est limité. Si le spectre de chargement est fort, on peut aller jusqu'à la rupture. Et s'il est vraiment avec des niveaux d'effort exceptionnels, on peut arriver à une rupture qu'on appelle statique, brutale. Donc là, on fait de la corrélation et ces calculs. On a un modèle prédictif numérique et même on peut reboucler pour faire ce qu'on appelle des études de sensibilité en modifiant les paramètres d'entrée et en voyant ce que ça donne sur la sortie. Donc, le but du client, c'était vraiment voir s'il pouvait continuer ou pas. Et là, en l'occurrence, il pouvait continuer via des réparations. Mais on a aussi optimisé la conception. Voilà. Donc, pour ma part, cette présentation sur le testing est finie. Donc, je laisse la parole à mon collègue. Donc, Oui, merci Christophe. On va passer la ok. parole à Bruno van der Beek qui va nous faire un petit focus sur les matériaux qui sont un point central, on va dire, par rapport à tout ce qu'on discute, en vous mettant notamment en avant les besoins de connaissances nécessaires par rapport à cette finalité. Donc, Bruno, je te laisse la parole. Merci Lionel, merci Christophe. Bonjour à tous, donc je suis Bruno Vandenberg. Préalablement, j'étais en charge du développement commercial d'un département matériaux et revêtements et actuellement, je suis sur un département qui est fluide étanchéité. Pour ma part, je suis basé au CETIM de Nantes. Donc je commencerai ma partie par le focus sur les matériaux en définissant les prérequis qui sont nécessaires pour mener un bon Asset Integrity Management. Alors, tout d'abord, un bon début pour un IM est de connaître les dommages possibles, partie très importante. Dommages aux équipements et ou à la structure en fonction de ce que vous voulez voir. Alors, il y a de nombreux dommages qu'on peut considérer, tels que de la corrosion. Alors, il y a différents types de corrosion. Tout ce qui peut être lié plutôt à l'usure, l'abrasion, le grippage. Il faut également connaître les différents modes de propagation de fissures, des choses qui ont été évoquées par exemple juste avant. Quels sont les modes? Est-ce que c'est un mode fragile? Est-ce que c'est un mode de fatigue? Savoir aussi avoir quelques connaissances sur la nocivité des défauts. Et également, dans certains cas un peu plus particuliers, avoir toutes les informations spécifiques qui peuvent être liées aux incendies ou au feu. En général, toutes les connaissances sur l'intégrité du processus ou de la structure sont très importantes pour bien démarrer une bonne IM. Si tu peux cliquer. Alors, pour vous aider dans la gestion des études, nous pouvons vous apporter des compétences sur différents aspects. Alors, notamment, on travaille beaucoup sur les propriétés des matériaux. On traite une très large gamme de matériaux. Ça peut être les matériaux métalliques, tout ce qui est métaux, les polymères, les caoutchoucs, les céramiques, les verres. Ensuite, on peut travailler sur le comportement de ces matériaux,
Donc des choses que j'ai évoquées, regarder comment ça se corrode, comment ça s'use, voir leur fragilité, travailler sur le vieillissement dans différentes conditions de ces matériaux. Il faut également connaître d'autres aspects sur les procédés industriels. Et là, on a une large connaissance sur les différents types de procédés industriels qui existent. Entre autres, il faut parler d'assemblage. Donc, regardez les problèmes de soudage, les assemblages mécaniques, les liaisons, les différentes liaisons, le collage. Bien évidemment, dans les cas d'équipements sous pression qui vont transporter des fluides, on peut aussi travailler sur tout ce qui est lié à la mécanique des fluides en travaillant sur des essais ou de la simulation. Également parler de protection des équipements en termes de peinture, en termes de protection cathodique par exemple. Évoquer les possibilités de réparation, entre autres. Les contrôles non destructifs vont également participer à mieux voir, comprendre, découvrir l'intégrité de vos équipements. Et dans ce cas-là, on peut aussi apporter des éléments sur des équipements, des contrôles non destructifs qu'on appelle avancés. Donc on maîtrise tout ce qui est contrôle classique, ultrasonore, radiographie et autres, mais également d'autres méthodes un peu plus complexes. Donc Bassam donnera quelques mots sur ces méthodes ultérieurement. Prendre en compte des notions de métrologie pour vérifier le bon dimensionnement de la structure, même sur des équipements particulièrement grands et imposants. Et puis pour des procédés industriels spécifiques, on va regarder l'influence des vibrations, de la fatigue et autres. Enfin, il ne faut pas oublier d'intégrer la partie sécurité et la partie réglementation. Et puis globalement, n'oubliez pas qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Donc je vais maintenant passer la parole à mon collègue qui va vous donner quelques informations complémentaires sur la partie étanchéité et les fluides. Merci Bruno. Effectivement, Merci. Benoît va nous donner un regard plus centré effectivement sur les problématiques de fuite, d'étanchéité et de gestion des fluides dans les installations. Donc Benoît, je te laisse la parole. Merci. Donc Benoît Mness, effectivement, je travaille dans le pôle étanchéité sur le site de Nantes avec Bruno. Et je suis en fait expert technique sur le domaine de l'étanchéité. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter en fait notre activité au niveau du département, en se focalisant sur cette fonction étanchéité et sur les fluides, avec le lien de la gestion de l'intégrité des performances. Et on va s'appuyer sur les images qui sont mises en lumière, là, sur la conception et sur les équipements. Donc le premier thème abordé ici sera plutôt la conception. Donc depuis plusieurs années, le pôle a développé une large expertise au travers d'essais de caractérisation, de qualification, et on a aussi une activité qui permet de coupler en fait ces résultats à de la modélisation, voire des approches numériques. Et cette démarche va permettre d'évaluer les performances en étanchéité dans les différents domaines, statique, quasi-statique et dynamique. Donc, c'est les trois domaines qu'on peut couvrir. Les connaissances qu'on a pu acquérir au cours du temps sur les mécanismes d'étanchéité se basent sur de la mécanique, mais sur la compréhension de beaucoup d'éléments multiphysiques, effectivement. Donc ici, sur ce slide, en fait, on va vous décrire un peu le principe du processus qui permet de comprendre le lien qui peut exister entre les essais, la compréhension des mécanismes jusqu'à la qualification de système. Donc, on a en fait un certain nombre d'essais qui sont réalisés sur les produits d'étanchéité, éventuellement sur le matériau. On va faire des correspondances entre les essais et les calculs, éventuellement répondre aussi à la fonction étanchéité, qui est une fonction sur laquelle on doit porter une attention pour la gestion de l'intégrité de la performance dans le temps. Donc, on va aussi avoir des étapes de validation, donc confronter nos résultats à des essais éventuellement avec des conditions autres et s'appuyer éventuellement sur de la simulation pour aller faire des points un peu plus focus si on n'a pas forcément l'accès avec des capteurs, donc essayer de comprendre ce qui se passe à l'échelle du produit qu'on étudie.
Donc, dans cette approche, en fait, il est possible d'estimer en fait des valeurs, des données et de les comparer. Éventuellement, on peut aussi les injecter, donc construire des ABAC. C'est des choses qu'on fait hein, pour nos clients et puis en interne également pour avancer. On édite des guides également, des outils ingénieurs, voire des outils un peu plus sophistiqués, scientifiques avec des académiques. On va pouvoir passer sur l'autre thème qui est lié plutôt ici à l'aspect opérationnel, exploitation et maintenance. Donc, comme le thème précédent hein, sur la conception, nous avons une expertise sur un certain nombre d'aspects, notamment le contrôle avec des étapes spécifiques liées à l'AIM. Dans un premier temps, ce qu'il faut qu'on puisse comprendre, en fait, hein, c'est l'impact de l'environnement sur le système d'étanchéité ou sur le système le composant qui va soit transporter du fluide ou qui doit devoir confiner un gaz ou un liquide. Également de comprendre aussi ses performances dans le temps, donc avec éventuellement un impact de vieillissement. Donc on a développé un certain nombre de connaissances sur les protocoles à mettre en place, les outils ingénieurs qui pourraient nous aider dès la conception ou lors d'une défaillance hein, à mieux comprendre ce qui se passe dans ces systèmes. Pour améliorer aussi de manière continue nos connaissances, on développe des bancs d'essai, on développe des protocoles spécifiques qu'on fait valider éventuellement avec les clients hein, pour explorer les performances. On s'adapte aussi aux besoins continuellement. Donc voilà, en allant de plus en plus haut dans les pressions, en gérant des températures de plus en plus extrêmes, très basses jusqu'à très hautes, des fluides de plus en plus extrêmes également. Et on regarde comment tout ça se passe dans le temps. Donc, nos moyens sont équipés on fait l'analyse du besoin et on équipe des différents capteurs nécessaires pour avoir une mesure en continu. Donc, grâce à cette expérience, en fait, hein, on est capable de couvrir un certain nombre de matériaux également, hein, donc matériaux élastomères, graphite, métallique. On fait des mesures d'étanchéité spécifiques aussi. On élargit nos moyens également. On travaille sur les joints, sur les garnitures mécaniques, sur les étanchéités dynamiques. Et on accompagne également nos clients au travers de formations, comme on peut voir ici, hein, sur les mesures de fluide, sur les technologies d'étanchéité. Et sur l'accompagnement également, sur l'analyse de défaillance, on peut dérouler et essayer de trouver la route cause d'une défaillance avec tout l'historique qui a pu se passer. Donc, on va pouvoir passer sur le slide d'après qui est plus sur des illustrations de l'AIM, sur des items. Donc, en termes d'essais d'innovation, donc on est capable également, on a une capacité à effectuer des mesures et des contrôles d'étanchéité sur les sites clients. Donc, on a des équipes qui sont mobiles, du matériel mobile, avec des possibilités à l'échelle du territoire, voire sur l'ensemble du globe, hein, en fonction des besoins, et si les équipements sont trop lourds, on peut aller sur site pour aller qualifier, valider ou retrouver en fait un problème d'étanchéité, faire un diagnostic avec l'appui du client. Ici, on a deux exemples. Hein. Tout en haut à droite, on voit un contrôle de moule composite qui, en fait, on est rentré dans le processus de qualification de pièces pour l'aéronautique, où l'objectif est d'assurer en fait un contrôle de l'outillage qui va faire la mise en œuvre hein, de la pièce composite et de limiter toute porosité. Donc, on va contrôler en amont, donc à l'issue, soit chez le mouliste, soit directement sur site, vérifier que le système permet d'atteindre les vides souhaités pour éviter la présence de porosité. Donc, ça a permis aussi de limiter le rebut de pièces après contrôle. Un autre exemple sur des échangeurs, donc juste en dessous, donc soit des contrôles sur des échangeurs, là c'était sur une plateforme, et d'autres contrôles avec des tenues d'épreuve à haute pression, avec la mise en place de technologies spécifiques pour aller soit mettre en pression, soit suivre les fuites et détecter les fuites. Donc, en complément aussi dans le laboratoire, hein, on a une capacité donc sur notre site, donc sur Nantes, hein, on a une capacité à réaliser un certain nombre d'essais avec
des éléments de validation, d'assemblage. Donc, on peut mettre des bancs en place. On voit tout en bas à droite un banc qui avait été mis en place pour valider plusieurs tubes, donc avec une succession de tubes à qualifier. On vérifie l'assemblage en conditions réelles. On prépare la qualification aussi pour différents besoins et puis on réalise des bancs spécifiques avec éventuellement ici c'était des essais de flexion, de mise en pression sur un certain nombre de tubes. Donc sur le slide d'après, on va pouvoir voir aussi de manière rapide un peu nos capacités. Donc on a la capacité de tester donc en compression, ça c'est l'historique du pôle avec des moyens de presse, de compression entre 150 kN et 15 000 kN qui permettent de qualifier les joints d'étanchéité pour les brides étanches. On a développé aussi des bancs dynamiques pour élargir aussi notre spectre avec soit en translation, soit en rotation. On a une activité sur la robinetterie industrielle également pour les qualifier, donc soit au niveau de l'étanchéité de tiges ou de chapeaux avec différents gaz. Donc on a un historique sur l'hélium, mais on élargit aussi par rapport à des interactions possibles sur l'hydrogène, le méthane, le CO2, l'H2S, l'aspect aussi frigo. On est capable de réguler jusqu'à 1200 bars en termes de gaz, donc du vide à 1200 bars et en liquide jusqu'à 4000 bars. On fait des croisements aussi avec la température, comme on l'évoquait tout à l'heure, la multiphysique. On va de la cryogénie aujourd'hui plutôt azote liquide jusqu'à 1000 degrés au-dessus. Et prochainement, on est en train de s'équiper pour aller plus bas en fait en termes en hélium liquide pour être à très très basse température. On a des moyens de mise de groupe hydraulique aussi pour des cyclages de pression et tout cet ensemble couplé à des mesures de fuite, donc soit par spectrométrie hélium, des mesures de fuite par pression, par débimétrie, par récupération de fluide, etc. En termes d'activité rotation, on peut aujourd'hui aller jusqu'à 28 000 tours minute, donc c'est ce qui est demandé aujourd'hui par rapport à des qualifications, électrisation des véhicules. Et voilà, on est capable de monter un banc chez nous, de le concevoir ou éventuellement de l'adapter chez le client. Donc, j'ai arrivé à la phase de conclusion sur cette partie. Donc, ce sera sur le slide d'après. Alors, je me permets juste d'intervenir 2 secondes. Oui. Il reste environ 10 minutes normalement jusqu'à la fin du webinaire. Voilà. C'est juste un focus sur les essais innovants. Bon, après, voilà, on est capable d'aller tester des choses sur, par exemple, ici, des composites avec un certain nombre de choses et puis d'autres moyens de caméras infrarouges, par exemple, pour détecter sur site. Donc, c'est des choses un peu plus spécifiques. Je vais laisser la parole à mon collègue à ce moment-là. Ouais, merci Benoît pour cette présentation très complète là, sur ce sujet de l'étanchéité et de la détection de fuite. Je vais passer la parole maintenant à ma collègue Céline Camarata qui va vous montrer à quel point le monitoring peut aider effectivement dans l'assurance des équipements et éviter effectivement qu'ils dérivent dans le temps. Donc Céline, je te passe la parole, à toi de jouer. Merci Lionel, merci Benoît. Alors, très rapidement, donc je suis Céline Camarata, responsable de développement commercial au CETIM, au sein d'une business unit dont les périmètres d'expertise sont orientés autour de l'instrumentation, la surveillance et le traitement de la donnée et le contrôle non destructif. Donc, en réponse aux besoins d'exploitation de la maintenance, le CETIM propose des solutions de monitoring et d'objets connectés par le biais d'une offre qu'on a surnommée l'offre IoT et qui s'articule autour de 4 pétales que je vais vous présenter. Donc, slide suivant, s'il te plaît, Lionel. Donc, le premier pétale s'appelle donc le Smart Product. Il consiste à intégrer de l'IoT dans les produits, les équipements pour les rendre communicants et proposer par exemple de nouveaux leviers économiques pour nos industriels, de nouveaux business models en proposant par exemple du service à la place d'un produit. Il propose également de garantir des performances, de mettre en œuvre de la maintenance prévisionnelle. Le second pétale s'appelle Smart Testing and Simulation et lui plutôt orienté bureau d'études. Il propose de la donnée qualifiée en vue par exemple de reconception sur la base de la donnée réelle de fonctionnement en service
ou encore d'accélération de validation de prototypes, par exemple. Le troisième pétale, lui, est le pétale Smart Services. Il met à disposition des indicateurs et des informations sur l'utilisation en service des produits ou encore d'infrastructures pour tout ce qui concerne le SHM. Et enfin, le dernier pétale, nommé Smart Manufacturing and Process, est plutôt celui qui répond aux besoins de gestion d'intégrité des équipements en proposant notamment de la surveillance temps réel, de la maintenance prédictive, de l'optimisation de performance énergétique et aussi de la sécurité d'installation en prévenant les risques. On parle également, bien sûr, dans cette partie du pétale de l'offre IoT, de prolongation de durée de vie d'installation. Alors, je vois que Lionel Est-ce que je anticipe. tutoie tous, Cyril, ou progressivement? Laisse d'abord la première brique. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'autour de ces 4 pétales, le CETIM propose une chaîne de valeur complète, une chaîne de valeur incrémentale sur laquelle on est capable de s'inscrire et d'accompagner nos clients sur tout ou partie, finalement, en fonction de leurs besoins et de leur maturité. Donc, la première brique, c'est celle que tu as affichée, Lionel. Elle s'appelle Data Collection. Elle est en deux phases. La première va consister à comprendre le besoin de notre client, lever les risques, rédiger son cahier des charges. C'est une étape qui comporte également un volet d'ingénierie financière et partenariale. Il s'agit ensuite de définir toutes les stratégies, donc stratégies de mesure, d'instrumentation, de collecte de données, mais aussi d'analyse et des stratégies, bien sûr, de connectivité et de stockage de ces données. On est donc dans un accompagnement sur mesure, depuis l'expression de besoin jusqu'aux bénéfices attendus, dans une logique de juste IoT. C'est pour ça que vous voyez sur ce slide le sous-titre l'IoT autrement. On est vraiment dans un juste IoT en fonction du besoin. On identifie des usages à forte valeur ajoutée et en lien bien sûr avec la stratégie de l'entreprise. Et au-delà d'une simple approche digitale, l'expertise métier produit process du CETIM permet d'identifier ou de créer les données pertinentes et d'en collecter la quantité adaptée en s'appuyant sur des solutions existantes ou des solutions qu'on va développer spécifiquement en fonction des besoins. Donc deuxième brique, le data management. Donc là, c'est une étape qui va consister à mettre en forme, qualifier les données via des approches de modélisation multiphysique. On parle là de conversion, stockage, nettoyage, interfaçage de données, mais aussi de leur architecturation et de leur consolidation. La troisième brique s'appelle le Data Analytics, ou encore comment créer l'intelligence en transformant toutes les données qui ont été collectées en amont par le biais d'indicateurs, de classification, de stratégies d'intelligence artificielle, toujours selon une vision métier mécanicien. Et enfin, la dernière brique consiste évidemment à accompagner nos clients jusqu'au bout en visualisant les données par le biais d'interface homme-machine, mais surtout en vue de comprendre et d'agir au plus tôt sur le phénomène que l'on observe. Donc maintenant, je vais vous présenter un exemple concret de réalisation d'accompagnement IoT. Donc il s'agit là d'un projet financé par le biais d'un fonds unique interministériel. Donc c'est un projet qui s'appelait Supreme. Supreme étant l'acronyme de Sustainable Predictive Maintenance for Manufacturing Equipment. Donc l'utilisateur final de ce projet était une papeterie, la papeterie Conda, et elle cherchait notamment dans son atelier à améliorer sa productivité, réduire ses coûts de maintenance et ses dépenses énergétiques, mais surtout et également protéger ses machines et ses opérateurs. Donc, afin de mener à bien ce projet, on a eu de nombreux acteurs impliqués. On les voit là sur en bas à gauche du slide présenté. Et le CETIM, lui, est intervenu par le biais de sa chaîne de valeur, donc celle que je vous ai montrée juste précédemment, pour définir les stratégies de mesure et d'instrumentation, mais aussi de collecte et de traitement de données, pour estimer la durée de vie résiduelle des composants critiques des presses du papetier, et proposer une adaptation dynamique des stratégies de maintenance et l'optimisation en temps réel de la consommation d'énergie. Donc, grâce à son savoir-faire, le CETIM a mis à disposition de Conda de nouveaux outils pour adapter dynamiquement les stratégies de maintenance et d'exploitation.
Il a proposé également une approche complètement intégrée pour optimiser le processus de production et sa consommation d'énergie. Concrètement, on a pu mesurer en fin de projet des gains de l'ordre de 8% de réduction des coûts de maintenance et de 4% des dépenses énergétiques. Voilà, j'ai fait aussi vite que possible. J'espère que vous avez Merci réussi. Céline, c'était super clair et on voit bien effectivement tout l'intérêt de la surveillance et de l'IoT autour de ces sujets de suivi des outils de production. Je te remercie. Merci Lionel. Est-ce que Samuel est avec nous? Samuel Oui, n'est pas encore avec nous. bonjour. Bonjour Samuel. Donc je te passe la main pour faire un petit focus sur les savoirs, les expertises en rapport avec les assemblages. À toi. Tu poursuis la présentation. Lionel, voilà, merci. Alors, très rapidement, je crois, alors au niveau des assemblages, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que sur les structures, hein, d'une manière générale, il y a les assemblages constituent des zones singulières dans lesquelles on retrouve assez régulièrement des phénomènes de vieillissement et des dommages. Sont le siège de zones avec des concentrations d'efforts ou des situations particulières en termes de rétention de produits vis-à-vis de la corrosion, etc. Donc, il est essentiel, hein, par expérience, de bien vérifier, d'avoir un regard bien attentif sur les zones d'assemblage. Donc ça va se manifester par des inspections qui seront, lorsqu'on fait des surveillances d'équipements, hein, qui seront bien ciblées sur ces zones d'assemblage, hein, qu'on soit sur une inspection visuelle ou sur la mise en œuvre de contrôles non destructifs. Et puis également, lorsqu'on réalise des évaluations, hein, il en est question dans le cadre de ce webinaire, hein, par calcul, et bien aussi prendre en compte les comportements spécifiques des assemblages. Hein, et il y a des comportements spécifiques en fonction des technologies d'assemblage. Par ailleurs, lorsque l'on fait durer les équipements et qu'il y a de la maintenance et des réparations a fortiori à mener, eh bien aussi il y a des bonnes pratiques, des bonnes règles en termes de conception et d'exécution également à satisfaire au niveau de ces zones d'assemblage. Alors je parle d'assemblage depuis quelques instants. Il faut avoir à l'esprit bien sûr que ce que je dis concerne toutes les technologies d'assemblage, parce que les structures, les équipements font appel à différentes technologies. Et puis ça concerne à la fois la conception, comme je l'ai dit un petit peu, et la mise en œuvre des techniques. Et en général également, les assemblages ont un impact sur l'ensemble de la structure. Donc on regarde l'assemblage au sein même d'une structure, hein, bien évidemment. On peut passer au support suivant. Alors dans les slides qui suivent, hein, il y a quelques visuels qui illustrent ce sujet-là et ce que le CETIM a pu mener comme travaux en amont ou pendant l'exploitation d'équipements. Alors, un premier visuel sur le soudage où le message que je veux faire passer, c'est que le comportement en fatigue d'assemblage soudé, c'est une problématique importante. Nombre de défaillances d'assemblages soudés en fatigue sur les structures. Eh bien, l'idée là, c'est de voir qu'on a pu faire des essais de fatigue sur différents détails constructifs, de manière à quelque part être en capacité à prévoir les choses et puis à renforcer également ou à modifier les structures lorsque des dommages surviennent, en s'appuyant sur des travaux qui ont été capitalisés, que ce soit en calcul ou que ce soit en essai de fatigue, parce qu'il faut souvent passer par les essais. On peut passer au support suivant, toujours sur les assemblages soudés. On est amené régulièrement sur des détails constructifs où se sont localisées des défaillances. On voit sur la petite photo là une défaillance, une fissuration en fatigue qui est survenue au droit d'une platine de support de cylindre de grue.
eh bien, on a reconçu le détail constructif pour qu'il ait un meilleur comportement en service. Donc à la fois, souvent, lorsqu'il y a une réparation à faire, on répare non pas à l'identique, enfin on aide l'industriel non pas à réparer uniquement à l'identique, mais également à renforcer le détail constructif pour qu'il dure plus longtemps. Et puis c'est un peu le même sujet sur des barres de renfort sur traverse de grues portuaires. Donc, là, on est réellement sur la réparation. Les autres technologies, hein, il y a le soudage, il y a le vissage, le boulonnage, et là, ces visuels illustrent des travaux d'examen. Hein, donc, on travaille ensemble avec les différentes entités du CETIM, hein, avec Céline qui vient d'intervenir sur les aspects contrôle. Et là, c'était au niveau d'assemblage vissé, et puis également avec du calcul pour évaluer le comportement de structure vissée sur une station d'épuration. On peut passer au visuel qui suit. Voilà, c'est un panorama un petit peu des technologies qui nous concernent, enfin, qu'on retrouve sur les structures et sur lesquelles on est en capacité d'intervenir. Également les assemblages riftés, alors bien souvent sur des structures plus anciennes, hein, où là, il y a parfois nécessité d'avoir une analyse fine pour comprendre le bon comportement du rivet dans le temps sur des structures très anciennes. Et on peut faire également appel pour ça à de la simulation, hein, pour bien évaluer ce que l'assemblage est en capacité de reprendre comme effort. Les assemblages collés, peut-être moins fréquents sur des assemblages comment dire, de structures, des assemblages structurels sur des matériaux métalliques. Par contre, on le retrouve assez fréquemment sur des matériaux polymères et composites. Et là aussi, on peut analyser le comportement, donner un avis sur le comportement d'assemblage dans le temps, sachant que le collage est une technologie qui fait appel à des notions de vieillissement, hein, des matériaux. Et le dernier message à passer, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on fait une inspection sur une structure dans son ensemble, eh bien effectivement on regarde les assemblages, mais on regarde aussi l'ensemble de la structure, bien évidemment, et l'impact que peut avoir l'assemblage sur la structure. Et donc là, on est sur deux exemples qui illustrent des travaux qu'on a pu faire dans une aciérie avec une inspection et des réparations qui ont été préconisées et suivies par le CETIM au sein des équipements utilisés dans l'aciérie. Et puis, dans un tout autre domaine, sur des canalisations de transport d'hydrocarbures, et bien sur des défauts préexistants à la construction, hein, des défauts de désalignement qui viennent engendrer des surcontraintes au droit d'assemblage soudé. Et bien en tenant compte de ces défauts, on a pu faire une évaluation de la durée de vie des équipements pour savoir s'ils pouvaient être leur exploitation pouvait être poursuivie. Voilà. Très bien. Merci Samuel pour ce tour d'horizon donc de la problématique de l'assemblage en lien avec l'intégrité mécanique. Comme vous le constatez, on est à la bourre, on est vraiment en retard et du coup on va continuer, ça va empiéter un peu sur la phase de questions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster donc sur le chat de manière à ce qu'on puisse les récupérer. C'est-à-dire que si on n'y répond pas tout ce matin, on s'engage à vous faire un retour, en tout cas par rapport à vos interrogations. Et je vous prie de m'excuser de ce retard. En tout cas, maintenant, on va passer sur la partie contrôle non destructif. Je vais laisser la parole à Bassam Barakat, là, qui va vous expliquer un petit peu les techniques qui peuvent être utiles par rapport à ces différents sujets. Je suis en train d'essayer de... Excusez-moi, je suis obligé de faire une petite manip. Ben, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà, normalement, Bassam, tu devrais avoir tous les éléments là. Très bien, merci Lionel. Donc bonjour à toutes et à tous, je suis Bassam Baraka,
Je suis responsable commercial en charge de tout ce qui est contrôle non des techniques, de l'application des techniques de contrôle non destructif que nous mettons en œuvre sur les sites industriels dans le cadre, entre autres, de l'analyse d'intégrité mécanique. L'objectif pour moi aujourd'hui, c'est de vous présenter succinctement tous nos moyens qui sont aujourd'hui mis en application au niveau de ces contrôles non destructifs pour pouvoir donner un état de santé. La suivante, Lionel, s'il te plaît. Donc, pour pouvoir évaluer les performances d'un composant ou éventuellement d'un système. Et pour ce faire, ce qu'on réalise généralement, c'est une évaluation, une analyse de l'intégrité du composant. On regarde, on fait une évaluation également des phénomènes de corrosion, de la corrosion, du niveau de corrosion au niveau de la structure. Moyennant ces moyens CND, on recherche également les dommages qui sont liés soit à des phénomènes de fatigue, soit à des phénomènes de fluage, voire même, comme vient de le dire mon collègue Samuel, des indications ou des défauts existants déjà dès la conception, dès la phase de conception ou de fabrication du composant. Et puis finalement, tout ça pour pouvoir permettre d'évaluer une aptitude au service et éventuellement mesurer une durée de vie résiduelle. Les techniques en termes de contrôle non destructif, je pense qu'il y en a beaucoup autour de la table qui connaissent ou qui ont entendu parler un petit peu de ces techniques-là. Ce sont principalement celles que nous, on met en œuvre pratiquement tous les jours sur les sites industriels. Alors bien sûr, il y a tout ce qui est techniques qui peuvent être classées selon 3 catégories. On va dire les catégories où on a des techniques CND qui sont plus bâties pour la recherche de défauts de surface ou des défauts de volume. Elles peuvent être classées également en méthode dite conventionnelle ou méthode avancée. Et puis des techniques qui sont plus destinées à des mesures locales ou des mesures de comportement global d'un composant ou d'un ensemble. La suite. Lionel, s'il te plaît. Alors, parmi les différentes méthodes, il existe aujourd'hui des techniques avancées qui sont, on va dire, appliquées pratiquement tous les jours sur les sites industriels. Ce sont les méthodes sur la base des ultrasons tels que le TOFT ou les ultrasons multi-éléments. Ces techniques-là, aujourd'hui, à la différence des moyens CND conventionnels comme les ultrasons avec des monocapteurs, je prends le cas des ultrasons multi-éléments. Les ultrasons multi-éléments aujourd'hui utilisent des sondes qui sont composées de multitudes d'émetteurs et de récepteurs qui peuvent être pilotés par des couches logicielles qui sont intégrées dans les appareils de contrôle aujourd'hui et qui permettent également de scanner, de faire un scan réel de zones qui sont très étendues à la recherche d'indications. Ça permet de mieux déterminer le type de défaut qu'on a en face et puis éventuellement de mesurer et de dimensionner ces défauts-là. Dans certains cas, les composants peuvent être difficilement accessibles et dans ce cas-là, on peut être amené à utiliser des outils de simulation numérique de contrôle non destructif qui permettent de prédéfinir des paramètres, voire même des localisations des sondes pour pouvoir réellement détecter les défauts sur lesquels on est en recherche. Ensuite, une des technologies qui... Non, pardon, en arrière. Voilà.
Dans le domaine des techniques avancées, la méthode aujourd'hui qui a tendance à se développer ces dernières années, c'est la méthode dite TFM, ou Total Focusing Method, qui permet aujourd'hui de détecter des défauts dont le seuil est inférieur largement à ce que les méthodes ultrasonores vues précédemment permettent de détecter. Ce sont principalement des méthodes qui sont aujourd'hui utilisées pour détecter des fissurations induites par l'hydrogène, que ce soit en attaque d'hydrogène à haute température ou simplement induite par les phénomènes d'hydrogène au niveau des composants ou des structures. D'autres méthodes avancées peuvent être utilisées aujourd'hui sur tout ce qui est contrôle de tubes, principalement sur des échangeurs, des chaudières ou des aéroréfrigérants. Ce sont les méthodes qu'on voit à droite, qui sont les iris sur la base des ultrasons, les courants de Foucault, les MFL ou éventuellement les champs lointains, qui sont aujourd'hui plus des méthodes électromagnétiques. Et pour finir sur ce point-là, des méthodes globales telles que l'émission acoustique aujourd'hui permettent une approche globale de l'analyse de l'intégrité. Cette méthode-là permet, lorsque le composant est sollicité, de déterminer les zones de propagation de défaut, ce qu'on appelle les zones émissives. Sur cette méthode-là particulièrement, aujourd'hui, on l'utilise pour plusieurs applications. On l'utilise en inspection réglementaire, on l'utilise également en surveillance des équipements et également pour comme moyen de détection de fuite. La suite. Lionel, merci. Donc, les inspections aujourd'hui doivent être effectuées à une certaine périodicité qui est imposée soit par la réglementation, soit par les plans d'inspection au niveau d'un site industriel. Aujourd'hui, un des problèmes qui reste posé, c'est la limitation des accès aux zones qui sont à contrôler. Cette limitation peut être soit due à la proximité de composants, soit éventuellement à un équipement qui présente une isolation, un calorifugage ou éventuellement un composant qui est soit enterré, taluté, voire même des structures telles que des réservoirs aériens dont la dimension est importante et qui empêche aujourd'hui l'utilisation d'un échafaudage principalement pour pouvoir effectuer les contrôles. À ce niveau-là, la tendance aujourd'hui, c'est d'utiliser les derniers développements technologiques pour effectuer les inspections. Parmi ces développements, on peut citer bien sûr les drones qui permettent aujourd'hui de faire des inspections visuelles. Certains permettent également des mesures d'épaisseur ponctuelles. Elles peuvent également permettre la détection de fuites thermiques, par exemple sur des structures. D'autres types de moyens comme les robots avec des roues magnétiques qui permettent aujourd'hui de mesurer des épaisseurs ponctuellement ou éventuellement de contrôler des soudures, voire même faire un mapping de corrosion pour détecter et pour mesurer les épaisseurs sur des zones qui peuvent être plus ou moins étendues. Enfin, les dernières techniques qui restent aujourd'hui plus de l'approche globale, qui sont les ondes guidées, permettent aujourd'hui de donner un état sur des canalisations difficilement accessibles, qui sont des canalisations enfouies, des canalisations, des conduites aériennes qui sont relativement longues. Donc, ça permet d'avoir une idée globale sur les défauts existants sur ce type de structure. Et enfin, dans le cas des courants de Foucault pulsés, cette méthode-là, aujourd'hui, permet de visualiser et évaluer une corrosion sous isolation ou sous ignifuge, qui peuvent être également des corrosions accélérées par les écoulements.
Voilà, pour ma part, j'en ai fini. Je laisse la main à mon collègue. Je pense que c'est Thierry qui va. Thierry. Ouais, c'est Thierry qui va Voilà, prendre la suite. Merci. pour parler de. Entendu. Merci pour Merci de votre les explications autour des contrôles non destructifs. Et effectivement, on va passer à Thierry qui va nous faire un focus sur la durée de vie résiduelle, toujours à travers les outils dont vous disposez pour faire ce travail-là. À toi, Thierry. Merci Lionel, je vais essayer d'être rapide pour laisser un peu de temps pour les questions. Ouais. Donc on l'a vu, l'AIM, voilà, principalement concerne le vieillissement des équipements. Et pourquoi est-ce qu'on est concerné par ça? Enfin, si vous êtes ici, j'imagine que vous en êtes convaincu. En Europe, 50% des budgets de développement c'est consacré à la maintenance de l'existant sur des infrastructures. On trouve également des exemples en Asie, on trouve des exemples aux États-Unis, on trouve des exemples partout, et ça concerne effectivement l'ensemble des sites industriels avec des préjudices et des pertes d'exploitation. Donc si tu peux mettre le transparent suivant. Ouais. Donc en fait, la problématique, c'est quoi? Juste avant, s'il te plaît. Merci Lionel. Finalement, la problématique, c'est quoi? C'est que toutes ces structures, elles ont été conçues selon des normes ou des règles de conception destinées à déterminer la durée de vie, mais pas forcément à prolonger la durée de vie. C'est-à-dire qu'on les a conçues pour un cahier des charges initial et on ne s'est pas posé la question de prolonger. Et aujourd'hui, on se pose cette question-là. Donc la question que se pose l'industriel, c'est est-ce que je peux continuer à utiliser en l'état sans danger? Et si oui, pour combien de temps? Donc tous les exemples et ce que vous avez vu présenté de la part de mes collègues, les outils de simulation, les outils d'essai, les outils de mesure, tout ça, en particulier pour la durée de vie résiduelle, on les utilise et nous, on propose une méthodologie qu'on voit sur le transparent suivant, Lionel, et que je vais commenter rapidement. Tout ça, on l'intègre dans une méthodologie. Hein. Vous avez entendu parler de durée de vie résiduelle ou de RLA, c'est le terme anglais, hein, Residual Life Assessment. Et on a une méthodologie qui passe par différentes phases. Évidemment, une phase d'évaluation préliminaire où les différents experts qui sont intervenus aujourd'hui, parmi ceux qui sont intervenus aujourd'hui, vont sur site, font une expertise, font des mesures, font un premier état des lieux du site et des constatations qu'ils peuvent en faire. Ils essayent ensuite d'évaluer les cas de charge subis jusqu'ici par la structure. Ils essayent d'évaluer s'il y a eu des choses. Alors ça passe par l'interrogation et l'interview des exploitants du site ou des exploitants du composant du système mécanique. Et puis, si besoin, on a ensuite une phase d'évaluation particulière avec des calculs, alors soit des calculs globaux, ça peut être du simple calcul RDM, mais ça peut être aussi du calcul élément fini. Et puis, si besoin, des phases d'inspection détaillées. Donc, ces inspections détaillées peuvent être réalisées à l'aide des outils qui ont été présentés précédemment. Ensuite, on peut faire des phases de recherche complémentaires, locales. On a parlé d'assemblages soudés qui sont souvent des zones critiques. On a parlé de zones qui peuvent être corrodées. Donc là-dessus, on peut faire au cours d'une phase 4, hein, des recherches complémentaires locales. Et puis, on arrive à une phase 5 où on doit évaluer la durée de vie résiduelle avec tous les outils de simulation que l'on a, avec l'ensemble des données que l'on a recueillies, et de se prononcer si, oui ou non, on peut prolonger la durée de vie de l'équipement en service, si oui ou non, il est nécessaire de l'arrêter ou pas, de réparer ou pas, ou de le mettre sous surveillance.
Donc, je ne vais pas rentrer dans la description du cas, vous en avez vu beaucoup aujourd'hui et on pourra, si vous le souhaitez, aborder ça au cours des questions. Mais voilà, la méthodologie, hein, le résultat de l'évaluation, c'est dire oui ou non, est-ce qu'on continue ou pas à exploiter en l'état. Donc à partir de quand est-ce qu'il faut, quand on est industriel, déclencher ce type d'analyse? Eh bien, à partir de certains critères comme l'âge de l'équipement, comme l'augmentation des incidents ou des inspections de l'apparition de dommages. Si on doit modifier de manière substantielle l'utilisation par rapport à ce qui était prévu initialement, ça peut être, voilà, on fait passer des charges sur un pont et puis on fait passer des charges de 60 tonnes sur un pont et puis on veut passer à 80 tonnes. Donc là, il faut vraiment se poser la question si c'est raisonnable ou pas de le faire. Et les méthodologies que nous vous avons présentées aujourd'hui permettent en partie de répondre à ces questions. Voilà, je vais pas développer plus, Lionel. Ouais, c'est un sujet qui est vaste. En tout cas, merci de ce petit tour d'horizon. C'est vrai que le temps a été très très vite. On a malheureusement très peu de temps, donc je voulais vous parler de Risk-Based Inspection, le RBI, qui est quand même un élément important là pour essayer de définir au juste nécessaire les inspections à mener et là où il faut concentrer son attention. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir développer ce point-là. Ce que je vous propose, c'est de conclure et de passer à vos questions. Voilà, en termes de conclusion, j'ai juste un slide pour synthétiser un peu ce qu'on s'est dit. Donc, on a voulu, à travers ce web découverte, vous faire un tour d'horizon un peu complet des thématiques qui ont du sens et en même temps vous mettre en avant donc les actions du CETIM sur ces différents sujets. Donc, j'espère que ça vous aura intéressé par rapport à ça. En tout cas, par rapport à ce sujet de l'intégrité mécanique, si on devait retenir quelque chose, c'est effectivement qu'on a un sujet qui est très global, qui s'intéresse à l'ensemble du cycle de vie et qui fait appel à différentes compétences, donc celles qu'on vous a présentées notamment, et que effectivement la mise en place d'une organisation de cette nature-là, ces investigations, ça coûte de l'argent, mais effectivement, il y a aussi des enjeux, comme on l'a dit au tout début, qui sont extrêmement importants, primordiaux, je dirais, par rapport à la durabilité d'une entreprise, pour la sécurité de ses personnes et pour l'environnement immédiat de l'entreprise. Donc voilà, donc l'AIM, c'est effectivement de la méthode. On n'a pas beaucoup parlé de normes, mais derrière tout ce qu'on vous a dit, il y a beaucoup de normes. On n'a pas cité les normes API, mais qui sont effectivement des référentiels bien reconnus dans l'oil and gas et qui sont parfois utilisés plus largement. Donc voilà, donc on a un environnement très très large. Il y a bien des manières de s'y intéresser. Voilà, maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on passe peut-être aux phases de questions. On a une petite dizaine de minutes devant nous là pour en prendre quelques-unes. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir une réponse à votre question, n'hésitez pas à nous en faire part. On vous fera un retour après coup. Voilà, donc je vous laisse la main, Léna, pour la gestion des questions du coup. Oui, merci. Donc merci pour cette présentation. Je rappelle que vous pouvez poser des questions dans le chat s'il n'est pas possible de les poser à l'oral directement. Donc il faut les poser par écrit. Et si jamais vous avez des questions particulières ou que vous souhaitez prendre contact avec le CETIM, il y a une adresse mail qu'on mettra peut-être à la fin. La dernière diapositive, sur la dernière diapositive, elle est notée. Donc on la remettra. Pas forcément tout de suite. C'est la dernière, vous voulez, d'accord. Bon, je vais y aller alors du coup. Il y a l'adresse mail qui est notée, donc si les gens souhaitent prendre contact avec le CETIM ou souhaitent poser une question un peu pointue ou particulière, celle de merci de votre attention qui est juste après, il y a les coordonnées en bas de la diapositive normalement. Je suis pas sûr de l'avoir. C'est voilà. Celle-là, pardon. Là. Donc c'est noté en bas, sqr@cetim.fr. Donc il y a l'adresse mail, il y a le numéro de téléphone, vous pouvez contacter comme ça le CETIM. Donc effectivement, on va prendre quelques questions. Alors je regarde. Est-ce que l'AIMS est uniquement utilisé? Alors
je pense qu'il y a un souci dans la question. Elle est aussi utilisée pour les petits équipements ou c'est plutôt utilisé pour des équipements de taille, coût significatif? Donc du coup, je vais peut-être prendre cette question un peu générale. Donc déjà, l'AIMS, on est plutôt sur effectivement la manière dont l'entreprise va s'organiser pour intégrer cette dimension de l'intégrité mécanique. De mon point de vue, c'est une organisation qui est vraiment pertinente quand on a des équipements qui peuvent, par leur défection, générer des conséquences fortes, que ce soit en termes de risque, que ce soit pour les personnes ou pour l'environnement, et aussi en termes de pertes financières. Donc je dirais, pour moi, c'est pas une notion de petit ou gros équipement, c'est plutôt lié aux conséquences qu'il peut y avoir derrière. Voilà, je ferais plutôt ce distinguo. Ok, merci. Il y a quelqu'un qui demandait s'il y avait un prochain webinaire de prévu sur le RBI. Donc, pas avec technique de l'ingénieur, en tout cas cette année. Ce sera peut-être un sujet pour l'année prochaine si vous souhaitez. Donc, il y a une enquête de satisfaction à la fin. Vous pouvez mettre ce que vous souhaitez comme webinaire abordé. Donc, vous pouvez le mettre à ce moment-là. Et sinon, peut-être que quelqu'un, si quelqu'un souhaite revenir un peu sur le RBI et développer un peu, je sais pas. Ou sinon, on passe à une question. Oui, on peut en dire deux mots. C'est vrai que c'est une partie que j'ai pas pu développer ce matin, mais effectivement, c'est cette méthode RBI, donc Risk-Based Inspection, c'est une méthode qui est largement utilisée, notamment dans l'oil and gas, pour justement, on va dire, définir les bons plans d'inspection en fonction des risques auxquels l'entreprise est confrontée. Donc, il va prendre naturellement la nature la vétusté des équipements, les risques associés. Et à partir de cette analyse-là, on va effectivement mettre l'effort prépondérant sur ce qui est vraiment, ce qui peut avoir des conséquences lourdes, on va dire. Donc, par rapport à la question, est-ce qu'il y aura un web découverte RBI? Pas sur cette année, ça c'est sûr, mais l'année prochaine, c'est probablement quelque chose qu'on pourra envisager. Parce que c'est un sujet effectivement sur lequel on est actif et sur lequel il y a de plus en plus de demandes. Donc voilà, je retiens la question et ça nous conforte dans l'idée de peut-être de proposer ça l'année prochaine. Merci. Alors une question suivante, avez-vous un système logiciel pour le traitement de l'AIMS? Alors pas à notre niveau, on n'utilise pas de logiciel particulier. D'ailleurs, sur ces sujets-là, que ce soit pour des études RBI ou pour le déploiement de l'AIMS, le CETIM n'est pas propriétaire développeur d'une solution particulière. Par contre, il existe des outils sur le marché qui présentent des avantages et des inconvénients. Et naturellement, ce qui est important quand on accompagne un industriel, c'est de lui proposer l'outil qui correspond à son contexte et en fonction de ce qu'il veut faire. Du coup, dans cette situation-là, qu'est-ce qu'on fait? On va s'imprégner effectivement du contexte, on va se faire un mini cahier des charges par rapport aux besoins exprimés. Et naturellement, derrière, on va rentrer dans une phase de consultation ou de cartographie des outils les plus appropriés. Et c'est ensuite, après, un travail avec les éditeurs qui va se faire pour, lorsque l'entreprise aura choisi le bon outil, de le déployer et de faire que l'entreprise puisse entretenir ça et utiliser ça dans le temps. Voilà, donc on n'est pas, je tiens à le préciser, on n'est pas éditeur de logiciels sur ce sujet-là. On est plutôt utilisateur. Ok, merci. Alors il y a une question, je pense, qui arrive parce qu'elle est en deux parties. Ah, voilà. Cas des canalisations enterrées, quelle est la grande différence entre le système de management de l'intégrité des canalisations PIMS et l'AIMS? Sur les canalisations, Bassam, t'en connais peut-être un peu plus que moi par rapport à ça, non? Pas vraiment au niveau de la gestion je suis plus sur la partie contrôle, mais non, je t'avoue que sur la partie gestion système, donc de l'intégrité de ce genre d'installation, non, j'ai pas de connaissances là-dessus. Moi, en tout cas, ce que j'ai vu, parce que je suis pas un hyper expert non plus, vous l'avez compris, on est là pour vous faire un tour d'horizon et que, mis à part peut-être Benoît qui était très spécialisé sur la partie étanchéité, mais en tout cas, de ce que j'ai vu, il peut y avoir effectivement sur
les pipelines et sur les installations qu'on peut retrouver dans une raffinerie, par exemple, des référentiels qui peuvent être différents et avec peut-être une gestion qui peut être un peu différente. Mais voilà, j'ai peur de ne pas avoir compris la question suffisamment clairement. Donc voilà, voilà ce que je peux dire pour l'instant. Si la personne là, qui a posé cette question-là pourrait repréciser les choses et qu'on puisse peut-être lui apporter une réponse un peu plus détaillée, mais à ce moment-là, en consultant nos experts en interne, ça serait peut-être la meilleure solution. Voilà, Excuse-moi Lionel, Oui. je t'interromps juste une seconde. Oui. Sur la partie canalisation, en fait, en effet, il faudrait repréciser la question. Je voulais juste préciser que on a développé enfin on a participé à un projet qui permet de faire de la surveillance de conduite qui contient du fluide ou du gaz pour faire de la surveillance de type chute de pierre, contrôle d'épaisseur. Voilà, donc je ne sais pas exactement dans quel but la question était posée, mais on a des compétences sur le sujet de la surveillance de canalisation et aussi leur contrôle. Et en lien avec l'offre IoT dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire des méthodologies qui permettent de surveiller en temps réel l'état de santé de la canalisation et de rapporter via un cloud et une interface homme-machine ce qui se passe. Donc, n'hésitez pas à contacter le SQR pour que la question soit redirigée vers moi s'il y a des questions plus précises. Ça serait intéressant qu'on puisse effectivement peut-être approfondir. J'ai peur d'avoir qu'on soit peut-être un peu à côté de l'intérêt de la question, donc à vérifier, quoi. Léna, d'autres questions? Oui, on va peut-être en prendre encore une ou deux et après, pour le reste, je vous les transmettrai et vous pourrez répondre peut-être au cas par cas si vous le souhaitez. Quels seraient les critères importants pour pousser la longévité d'un équipement et comment les mesurer? Quelles métriques utiliser? Thierry, peut-être là-dessus, sur la durée de vie des équipements par rapport à votre ex et sur les critères qui peuvent avoir du sens par rapport à l'augmentation de la durée de vie? Alors, les critères, je ne sais pas, mais par exemple, quand on va sur site, on est très attentif, ou en tous les cas, on pose beaucoup de questions sur ce qu'on appelle les profils de mission, c'est-à-dire que voit la pièce en service et quel chargement elle a pu voir de manière chargement normaux ou chargement incidentel. Donc un des critères, et ça pourrait, si on veut essayer de répondre précisément à cette question, c'est la pièce avait été prévue pour voir tel type de chargement à telle fréquence, voilà. Et finalement, elle a vu tel autre type de chargement. On compare les deux, et ça peut être un des critères de choix sur le fait que oui, la pièce a vu les chargements prévus, donc jusqu'ici tout va bien, et elle était conçue pour, donc tout va bien. Et si elle ne voit pas, si elle a vu d'autres sollicitations, et en particulier des sollicitations plus sévères, il est nécessaire de se poser des questions et d'aller un petit peu plus loin dans l'analyse. Oui, j'ai l'impression que, enfin, j'ai pas l'impression, c'est sûr, mais l'investigation et la compréhension de ce qui se passe va effectivement avoir une influence très, très forte sur la manière de prolonger, ou en tout cas la manière enfin, en tout cas bien comprendre les phénomènes pour pouvoir effectivement statuer, parce que dans certains cas, il y aura possibilité effectivement d'avoir un durable supplémentaire, si je puis dire, et puis dans certains cas, on sera peut-être au bout du bout, et il y aura peut-être des actions de réparation ou du remplacement à prévoir. Donc, par rapport à la question, c'est pas évident d'avoir une réponse très précise, je pense. Mais voilà, je pense que le contexte va être hyper déterminant en tout cas. Après, si on suit la question,
Si la question était de savoir à partir de quand on doit se dire est-ce qu'on doit s'inquiéter ou pas, une des réponses peut être je sais pas moi des rapports, des diagnostics, enfin des rapports d'incidents qui deviennent de plus en plus fréquents. Bah oui, il faut se poser la question, hein. Mais le critère, je peux pas donner de critères précis aujourd'hui. Peut-être Bassam, tu as des idées? Ça va dépendre un peu des Moi, mécanismes de dommage, je pense aussi, hein. Il y a des cas de figure, par exemple, où on a un appareil qui a été, admettons, à la phase de conception, calculé avec un certain nombre d'hypothèses, qu'elles soient géométriques ou autres, et qui, arrivant en fin de vie, on peut resoumettre ou faire des mesures réelles sur l'équipement, par exemple des relevés de planéité, des relevés de choses géométriques, voire même des scans 3D, une reconstitution 3D de certaines parties de l'équipement, et qui permettent éventuellement de réajuster les paramètres et les hypothèses de départ pour pouvoir réellement, avec cet apport-là, recalculer des durées de vie et comparer ces durées de vie à celles qui ont été choisies au départ avec des hypothèses, on va dire, empiriques. Donc, l'état dans lequel se trouve l'équipement peut être un paramètre qui peut permettre éventuellement une prolongation de durée de vie. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Enfin, moi, ça me semblait clair. Sinon, la personne se manifestera et prendra contact si besoin. On va prendre une toute dernière question assez rapidement et après on va conclure. Les méthodes CNR proposées par le CETIM permettent-elles de contrôler l'intégrité des rivets posés à chaud? CND, je pense que c'est plutôt CND, mais non. Peut-être, c'est écrit CNR, mais peut-être que la personne a fait une faute de frappe. Ok, donc c'est pour toi, Bassam, peut-être? Ou les rivets, peut-être? Ou CNR? CND, c'est des assemblages. Est-ce que c'est une question qui est relative au contrôle ou est-ce que c'est une question qui serait relative à l'assemblage? Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît, Léa? Oui. Les méthodes CNR ou CND, du coup, proposées par le CETIM permettent-elles de contrôler l'intégrité des rivets et, entre parenthèses, c'est précisé, posés à chaud? Ça, c'est peut-être plus pour Samuel, non? Si c'est vraiment de l'assemblage par rivet, du coup. Oui, c'est une question bien spécifique. Je pense que oui, sur des rivets, si les craintes ce sont des problématiques de fissuration en fatigue, ou c'est plutôt ça qu'on peut observer. Oui, des méthodes, alors c'est un cas un peu particulier, c'est pas ce qu'on rencontre le plus fréquemment, mais des méthodes ultrasonores devraient permettre d'avoir une bonne vision de l'intégrité des rivets. Ça n'empêche pas que parfois, alors juste en deux mots, certaines méthodes, Bassam est là pour en attester, peuvent demander de faire une calibration de la méthodologie de contrôle, de faire des essais préalables. Donc sur des rivets posés à chaud sur des structures anciennes, il y a quand même besoin de qualifier la méthode. Sous-entendu, idéalement, de pouvoir faire un test en pouvant faire en pouvant détruire un rivet pour voir si on arrive à corréler la méthode non destructive avec un examen, destructif. Il y a effectivement ça. Il y a également, quand on utilise des méthodes type ultrasons, on utilise ce qu'on appelle les pièces étalons, éventuellement, sur lesquelles on incruste des défauts pour pouvoir ensuite calibrer les appareils de mesure de manière à ce que, une fois projetés sur le site, pouvoir détecter ces défauts-là.
Donc la réponse, moi je dirais oui. Aujourd'hui, il y a des méthodes ultrasons typiquement qui permettent d'aller rechercher les indications dans le volume. Donc voilà, le travail à chaud probablement crée des fissurations, des choses comme ça à l'intérieur de la matière, et des méthodes ultrasonores permettent de détecter ce genre d'indications. Faut pas hésiter à laisser la question dans le questionnaire, justement, parce qu'on pourra sans doute pour approfondir un petit peu plus, oui. Voilà, aller plus loin. Très bien. Bon, bah, super. Merci. Donc, merci à tous pour vos questions. On va conclure. Je rappelle, pour les personnes qui voudraient prendre contact avec le CETIM ou poser plus de questions, vous pouvez les joindre à l'adresse mail donc, qui est notée en bas de la diapositive. Le replay sera disponible très bientôt sur la chaîne YouTube de Technique de l'ingénieur, donc il sera possible de revoir ce webinaire. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous allez donc recevoir une enquête de satisfaction à la fin de ce webinaire. Merci de prendre 5 minutes pour y répondre. Au revoir. Merci à tous. Merci, Merci à toutes et tous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir.